Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma moto électrique que j'ai équipée pour réaliser des voyages. Cette moto est de marque Zero Motorcycles et c'est le modèle DS. DS, ce sont les initiales de Dual Sport. En américain, cela désigne les trails, les motos qui sont faites tant pour rouler sur la route que sur de la piste. Rapidement, je vais vous présenter les différents modèles de la marque Zero Motorcycles. Vous avez la Zero FX, qui est la moto de cross, la Zero FXS, qui est le super motard. Ces deux modèles sont réalisés sur la même base. Les deux nécessitent le permis A2, le permis moto. Après, vous avez la Zero S, qui est un roadster, et la Zero DS, qui est donc le trail. Les deux existent soit avec le permis 125, soit avec le permis A2. Ces deux motos existent dans des déclinaisons plus puissantes, la Zero SR et la Zero DSR, qui elles se conduisent avec le permis A2. Il existe aussi une version typée Adventure de la DSR Black Forest Edition, où là vous avez Zero qui vous livre la moto équipée des barres de protection, de la bulle, de la bagagerie, d'une selle confort, bref, tout le nécessaire pour avoir une moto pour voyager. Maintenant, je vais vous présenter ma moto. Je vais vous montrer quels équipements sont installés pour pouvoir voyager loin et quels équipements sont installés pour améliorer la visibilité de la machine, ceci pour compenser le fait qu'elle ne fait pas de bruit. C'est parti pour le tour du propriétaire. Nous voilà devant la machine. Il s'agit donc d'une Zero DS, année 2018, permis A2, sachant que la version 125 est sensiblement équivalente. Donc très rapidement sur la machine, je vais vous présenter les différents éléments. Donc ici on a la batterie, ZF 14.4 parce que c'est une 14,4 kWh capacité maximale. Capacité nominale, on est sur du 12,6 kWh. Vous avez les S et les SR qui peuvent avoir une moitié de batterie, donc 7.2. ZF 7.2, pour ceux qui font surtout de la ville, ça peut être bien. La machine est moins chère, elle est nettement plus légère, elle est dans les 130 kg. On est plus sur le poids d'une 125 en fait avec la petite batterie. Celle-ci, elle est bien pour ceux qui vont faire plus de périurbain, de route ou comme moi des plus longs trajets. Vous avez le chargeur lent qui est dessous, protégé par la plaque de glissement. Le moteur électrique, il est ici. On entrevoit les ailettes de refroidissement. Je vais me déplacer de l'autre côté, on le verra mieux. Voilà, donc le moteur électrique. Ici le connecteur de charge, la charge lente. Donc le chargeur qui est juste en dessous justement. Et on est sur un entraînement par courroie. Courroie, c'est plus silencieux et à l'usage, ça se passe bien. Le remplacement de la courroie, c'est il est donné pour tous les 40 000. Bon, après, le contrôle se fait de manière périodique. Elle est équipée avec des valises et un top case. Donc ici, ce sont des valises JV Tracker 33. Petit point important, avec ces valises-là, on perd la capacité du haut de la machine. Donc celles-là, je les utilise au quotidien ou quand je dois voyager seul. J'ai d'autres valises que je vous montrerai tout à l'heure pour pouvoir voyager en duo. Le top case, c'est un des plus gros, il fait 56 litres. Il est aussi équipé avec des feux stop. Tout simplement pour améliorer la visibilité du feu stop d'origine qui est encastré sous le top case. J'ai préféré donc en rajouter d'autres plus hauts et éviter les automobilistes où je vous avais pas vu freiner et qui vous rentrent dedans. C'est l'un des points pour améliorer la visibilité de la machine. Après, ce qui n'est pas de série, ce n'est pas livré d'origine, il y a pas mal de choses. Il y a la bulle. Ici on est sur une bulle Touring, donc c'est celle qui protège le plus. Globalement elle protège bien le torse, elle protège moins au niveau de la tête, mais il y a encore quand même du vent au niveau du casque. Mais globalement, moi j'utilise des bouchons d'oreille avec filtre. Sur les longs parcours, ça se passe plutôt bien. Les pare-mains. Alors les pare-mains, ils sont blancs. Tout le monde les met noirs. Moi je les ai choisis blancs justement pour la visibilité de la machine. Casque blanc, pare-main blanc.
Et déjà là, quand vous regardez des photos à côté d'une autre machine qui va être équipée en noir, il y a déjà une jolie différence. Feu principal, on est en halogène. Ça aurait pu être de la LED, mais on est sur de l'halogène. Un phare de Yamaha MT-03 d'ailleurs, pour l'anecdote. En dessous, on a, qui sont actuellement allumés, ça se voit peut-être un peu mieux d'un peu plus loin, les anti-brouillards, des JVS 321 de mémoire. Ce sont les mêmes qui sont montés sur la Black Forest Edition. Eux sont allumés en permanence. Ils sont réglés un peu bas pour remplir le rôle de feu de croisement d'appoint. Donc ça, c'est pour améliorer la visibilité de la machine de jour comme de nuit. De jour, ça va permettre au véhicule de mieux appréhender votre vitesse. C'est beaucoup plus simple pour l'œil humain qui a une vision binoculaire d'estimer la vitesse d'un objet qui a plusieurs points lumineux suffisamment espacés. Un seul point lumineux, c'est plus difficile d'estimer la vitesse, et c'est pas parce que vous faites du bruit qu'un automobiliste estimera correctement votre vitesse et risque pas de vous passer devant, par exemple. Typiquement, même sur une thermique, avoir plusieurs feux, c'est la bonne idée, on va dire, pour essayer de se préserver un peu. À côté des feux anti-brouillard, ce sont des longues portées. Les longues portées, je les utilise principalement sur petites routes désertes, nuit noire. La combinaison anti-brouillard phare suffit en général sur les autres routes, sachant que ce que j'ai bien apprécié quand je suis descendu justement sur Perpignan, quand j'ai fait mon trajet de 800 km sur 2 jours, eh bien, c'était que les anti-brouillards, ils éclairaient proche pendant que le phare éclairait loin. Parce que le phare, c'est une H4, c'est fromage ou dessert. Soit il éclaire en feu de croisement proche, soit il spot au loin et uniquement au loin. Donc voilà, les deux sont très complémentaires et très pratiques. Il y a aussi les barres de protection. Alors ça, ce sont à la base les barres police. Et la version civile, c'est simplement ces mêmes barres, sans les sirènes et les flashs. Typiquement, ça protège très bien la machine. Malheureusement, pour l'avoir déjà fait tomber quelques fois, le guidon ne touche même pas à terre, si vous êtes à peu près sur du plat, bien sûr. Donc la machine est très bien protégée avec. Ça permet aussi de protéger les jambes. Si vous faites de l'interfile, que vous avez une voiture qui commence à déboîter, au lieu que l'aile vienne choper votre jambe, et ça va s'arrêter sur la crash bar. Ces barres-là sont aussi faites pour limiter les risques de se retrouver coincé sous la moto si vous tombez. Quand vous faites de l'off-road, ça peut être bien de les avoir. Vous avez une plaque de glissement en plus dessous pour protéger tout le dessous de la machine. Qu'est-ce que j'oublie d'autre ? Oui, si, j'oublie ça. Un GPS dédié, parce que je déteste utiliser le smartphone sur les longs trajets. Ça n'est pas du tout agréable. Donc je préfère avoir le smartphone dédié, étanche, connecté sur le 12 volts de la moto. Et ici vous avez l'option charge tank. Donc le charge tank, c'est un chargeur qui vient se brancher sur les bornes de recharge publiques, qui a une puissance de 6 kW et qui permet de recharger la batterie qui fait 12,6 kWh nominaux en 2 heures. Pour charger à 90% en 2 heures. Sachant qu'en général, moi je charge toujours, je me garde toujours un peu de gras. Donc je suis souvent entre 10 et 20% de charge restante. Toujours un peu de gras pour éviter... typiquement si vous avez une bande qui est en panne ou occupée pour pouvoir vous aller sur une autre. Et bien sûr, point important, la selle confort. Alors là, on n'est pas sur une selle, on n'est pas sur la selle confort 0 qui est sur la Black Forest Edition. On est sur une selle Balster. Sincèrement, elle est très bien. Elle se marie très bien avec les suspensions souples de la machine pour pouvoir faire de la longue distance. Typiquement, je peux rester en selle 130-150 km sans fatiguer de manière trop risquée, quoi. Donc là, c'est vraiment le bon mélange. Avec le petit dosseret pour être bien calé, c'est parfait. Et pareil pour le passager. Pour le passager, la selle est un peu plus large du coup. Elle a été retravaillée un peu, elle est un peu plus large, c'est plus sympa aussi. À condition d'avoir les bonnes valises ou pas de valises du tout, bien sûr. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble le câble de recharge pour le charge tank. Pour le petit chargeur, c'est plus simple. C'est un câble type PC, type raclette. Il est fourni avec la machine. Zero fournit aussi le câble pour le charge tank. Alors moi j'ai eu une des premières motos avec charge tank. Le câble faisait 2 mètres. Typiquement c'est trop court.
C'était pas pratique du tout. Maintenant, ils livrent des câbles de 3,50 m, où là c'est beaucoup mieux. Moi j'avais d'autres soucis, entre autres en Indre-et-Loire. La longueur du connecteur type 2 était trop longue avec le câble d'origine. J'ai carrément racheté un câble de 5 mètres. Là, le câble de 5 mètres, il me permet de recharger même si j'ai une voiture ventouse sur les places de charge. Donc, le type 1, on le branche. Et puis après, ce côté-là va côté borne. Petite astuce, il arrive que certaines bornes soient un peu récalcitrantes. Et au lieu de charger à 6 kW, elles chargent qu'à 2 kW. Dans ces cas-là, ce que vous faites, ici vous avez une gâchette. Et ça permet d'interrompre la charge. Vous interrompez la charge, moins de 3 secondes. Ça va relancer la communication borne moto. Et dans la majorité des cas, la charge va repartir à 6 kW. Il existe une minorité de cas où la borne ne veut pas, reste à 2 kW. En général, les Syntronic, c'est le cas. Si vous voulez regarder un peu ce que donnent les bornes dans votre région, on est deux Français à parcourir un peu la France avec nos 2 DS, avec ChargeTank. On met sur ChargeMap, je vais vous le montrer juste après. ChargeMap est une application où sont référencées les diverses bornes de recharge. Et on note si on a pu recharger avec nos machines à 6 kW ou à 2 kW. Donc, en consultant ChargeMap, vous pouvez tomber des fois sur certains de nos commentaires où on dit bah c'est ok à 6 kW. Ah non, celle-ci elle charge qu'à 2. Voilà. Bon, charger qu'à 2, ça dépend. Et comme je dis, pour l'instant, c'est surtout avec les Syntronic que j'ai eu des soucis. Voilà. Donc là, on va la retirer. Allez. Merci. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai un peu de monde dans la valise. Tout simplement parce que j'ai pas mal de matériel, de rallonges. Donc les différents câbles, les rallonges, les gilets jaunes, des antivols, du matériel plus technique, petite trousse à outils, de quoi gérer une crevaison, trousse de secours. Bref, comme je roule solo sur des distances qui peuvent être assez longues, comme j'ai tendance à privilégier les départementales, et ben j'aime bien avec moi avoir un peu de matériel pour pouvoir pallier aux divers imprévus. Je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément les mauvaises surprises, et ça je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les mauvaises surprises. Donc je suis équipé en conséquence. Voilà. Tac, ça rentre. Donc voici l'application ChargeMap. Elle permet donc de trouver les bornes de recharge. Vous pouvez filtrer suivant la puissance des bornes. Bon, ici, moi, j'ai sélectionné les semi-accélérés et les accélérés. Donc, typiquement, si je veux charger à 6 kW, comme je ne tire 6 kW que sur une seule phase, on est sur du monophasé, il faut que je vise les bornes 22 kW triphasées ou les 7 kW monophasés. Voilà, donc je peux sélectionner les connecteurs. Donc, comme moi, mon câble est un type 1 côté moto, type 2 côté borne, j'ai sélectionné les types 2. Alors attention, il y a une différence entre type 2 et type 2 attaché à la borne. Type 2 câble attaché, c'est quand vous avez un type 2 sur la voiture ou la moto. Là j'ai du type 1, il me faut un type 1 femelle. Il me faut un type 2 femelle. Je vais y arriver. Et comme moi j'utilise le badge d'accès ChargeMap Pass, j'ai activé aussi pour qu'il me montre uniquement les bornes compatibles avec ce badge là. Et bah ça commence à faire un peu de monde. Il charge. Voilà. Bon, il y a encore des coins de France où le badge n'est pas encore reconnu. Voilà. Donc, typiquement quand j'avais fait mon périple, par exemple, j'avais visé à Angoulême, il y a un Leclerc. Borne gratuite, accès libre. Enfin accès libre. Les bornes sont alimentées aux heures d'ouverture de mémoire. Voilà. Et donc on peut sélectionner. Alors moi j'aime bien faire ça quand je prépare un trajet. Moi j'aime bien le faire sur l'ordinateur tranquillement au calme.
Hop. Et est-ce que j'en ai choisi? J'en aurais choisi une sans photo? Voilà. On va choisir celle-là. Voilà. Et vous avez les photos. Vous avez les photos. Vous avez des commentaires. Vous avez le tarif. Donc là, par exemple, Ciel 37, c'est l'Indre-et-Loire, c'est mon département. C'est pas cher. Clairement, c'est pas cher. Voilà, c'est ouvert 24/24. C'est gratuit. En général, il vous indique en temps réel si la borne est disponible ou occupée. Ça peut être très très sympa. Et puis après, voilà, vous avez les commentaires. Comme je vous disais, c'est là où nous, on laisse les commentaires pour quand ça s'est bien passé avec la borne. Ou pas. Voilà pour le Charge Map. Euh, Sincèrement, c'est l'un des plus complets. Après, vous pouvez avoir d'autres badges d'accès, mais pour savoir, pour connaître les bornes, savoir où vous arrêtez, si vous avez des bornes à destination, c'est un outil, c'est simple, hein, c'est un outil indispensable. Dès que vous avez de longs trajets à faire, il faut utiliser ce genre d'outil. Et pas faire comme les journalistes, attendre de plus avoir que 20 km restants pour se poser la question de où je vais. Donc ça nécessite de l'organisation. Donc comme je disais, moi je prépare à l'avance, hein, je suis sur le PC, je regarde un peu les différentes bornes suivant mon trajet. Par exemple, là, je pourrais choisir cette borne-là, de m'arrêter à cette borne-là, et si jamais celle-là a un souci, je sais que j'en ai une pas loin en repli. Pareil, je prévois toujours au moins une deuxième borne en repli, au cas où la première soit occupée, en panne, il y a des voitures ventouses et que je puisse vraiment pas approcher avec la moto. Alors qu'avec la moto, il y a quand même moyen en général de se recharger. Il n'est pas aussi gros qu'une voiture, on peut se faufiler. Voilà, donc j'ai changé d'endroit. Le but c'est de se faire un peu de chemin, de vous montrer comment elle se comporte. Alors petit chemin sans grande prétention, hein, parce que elle est donc en pneu route. D'origine, elle est livrée à des pneus crampons, des Pirelli MT60 pour ceux qui veulent aller voir. Donc je vais pas me lancer dans des chemins trop caillouteux. Elle est avec courroie, donc de série. Il est possible d'avoir à la place de la courroie une chaîne. Inconvénient de la chaîne, c'est bruyant. Avantage, c'est beaucoup plus résistant aux pierres. Donc si vous faites régulièrement des sorties en chemin, ça peut être bien de prendre le kit chaîne plutôt que de rester sur la courroie. Les valises aluminium que j'avais évoquées, donc en fait ce sont les mêmes que celles qui sont livrées sur la Black Forest Edition, sauf que celles-ci sont couleur aluminium au lieu d'être noires. Celles-ci, elles permettent le duo. Alors il n'y a pas trop de place, donc ce que faisait ma passagère habituelle, c'est de mettre la pointe des pieds dessus et de venir mettre le talon sur les supports de valise. Globalement, ça se passe pas trop mal. Et donc maintenant, on va y aller. Bien, alors petite précision avant de partir, sur cette machine, l'ABS est déconnectable. Alors c'est du tout ou rien. Soit vous avez l'ABS sur les deux roues, soit vous n'avez plus rien du tout. Donc la procédure, donc là voyant FITS, c'est parce qu'il ne s'est pas encore initialisé. Il faut passer les 5 km/h pour qu'il s'initialise. Et dans ce cas, le voyant s'éteint. Donc pour couper l'ABS, alors uniquement justement pour faire du tout-terrain, on sort la béquille. Voilà, un petit voyant, attention parce que la béquille est sortie. On met le coupe-circuit sur off et on appuie simultanément sur le bouton Adjust et Mode. Voilà. Et là, il se met à clignoter un peu plus rapidement qu'une fois par seconde. Et donc là, on peut passer le cap des 5 km/h et on n'a plus d'ABS. Voilà, on remet tout. On y va. Voilà. Tac. Ici, je bloque fort.
Voilà. Là j'ai l'arrière qui a dérapé. Pour le remettre, on met off. On attend un peu. Et on rallume. Le TomTom lui il se rallume avec. Voilà, donc là à nouveau, voyant Fitz. Donc cette fois, on franchit les 5 km/h, il s'éteint, on a l'ABS. Donc si vous entendez brinle-baller, c'est normal, c'est ce qu'il y a dans les valises. C'est un peu le... Comment dire? Comme on n'a pas le bruit du moteur, on va entendre tous les petits bruits. Alors, inconvénient de la position, je suis un peu penché en avant si je vais être debout sur la machine. Et franchement, même avec des pneus route, pour des petits chemins comme ça se comporte bien. Voilà, on entend ça brinle-balle dans les valises. Et franchement, je commence à comprendre pourquoi certains veulent faire les randos TT Pirates avec, ou les randos Cocorico Rando. Parce qu'à mon avis, ça doit être un vrai bonheur. Je sais pas si j'en ferai quelques-unes un jour, mais ça devient tentant quand on voit comment elles se comportent. Je fais combien là? 30? Un petit trou, ça passe. Et pas à dire sur route comme en chemin, les joueuses, que c'est agréable. Petit trou. Moi ça se fait à 30 km/h en fait. Maintenant c'est la position assise qui est bizarre. Et voilà, c'est bien sympa. C'est la première fois que je fais un peu de chemin comme ça.
et ben elle se défend super bien, hein. Ça donne envie de recommencer. Peut-être que je me fasse quelque chose du genre Cocorico Rando avec les bons pneus cette fois. Alors, c'est dommage parce que... Ouais, c'est calme, on n'a pas les oiseaux là. Si on tourne normal, en plus, eh ben on a le chant des oiseaux. La moto ne faisant pas de bruit, on leur fait pas peur. Et c'est le bonheur. Une dernière petite chose, pour ceux qui ne connaissent pas, j'utilise l'application Liberty Rider. Donc l'avantage de cette application, c'est qu'elle, à l'accéléromètre du smartphone, elle surveille si vous prenez une chute, la moto, ou en scooter, ou en cyclomoteur. Et elle prévient les secours. Donc vous pouvez préciser si vous êtes en solo, en duo. Vous pouvez rentrer quelques informations personnelles pour faciliter les secours. Donc elle se déclenche de mémoire à partir de 30 km/h. Vous avez 2 minutes avant d'interrompre l'appel. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la plateforme de Liberty Rider qui commence par essayer de vous joindre. Vous répondez, ils prennent de vous nouvelles et ils voient s'il faut vous envoyer des secours. Vous ne répondez pas, ils vous envoient les secours en se basant sur votre position et sur les infos personnelles que vous avez déjà rentrées. Voilà. Vous pouvez aussi partager en temps réel le trajet avec vos proches, si vous le souhaitez. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'utilisais pendant le Vendée Energy Tour. Comme j'avais mon père qui suivait avec une voiture avec remorque, eh bien, s'il m'était arrivé quelque chose, il pouvait savoir exactement où j'étais. Et c'est probablement lui qui aurait été le plus rapidement sur place. Voilà. Donc, si vous faites de la moto, du scooter ou du cyclomoteur, n'hésitez pas à la tester. Elle est vraiment bien. Et ça fait une protection supplémentaire. Bon, là, moi, je suis en version premium, donc il vient de se mettre en pause automatiquement parce qu'il a détecté que je ne bougeais plus. Ça m'a été offert par l'assurance. Bon, là, ça se voit que c'est la Massif. Donc j'ai droit à une année de premium gratuit. Donc ça apporte quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la pause automatique, la sauvegarde de plus de 3 trajets, enfin tout un tas de petites choses sympathiques. Sachant que la version gratuite de base, les fonctionnalités de base sont largement suffisantes. J'en profite pour faire une ouverture sur la prochaine vidéo, ou l'une des prochaines vidéos, parce que je ne sais pas encore, avec le prix du carburant, je ne sais pas encore si je ferai la prochaine sur le smartphone, qui est un Fairphone, ou sur la Prius. Donc là, on va parler vite fait du Fairphone. Le Fairphone, c'est un téléphone équitable, durable. Il est fabriqué sans minerai de sang. Il est fabriqué par des adultes et pas par des enfants. Et il est réparable très facilement. Et ça, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme vous avez dû le remarquer, j'ai vraiment adoré l'utiliser sur ce petit bout de chemin. Elle est d'une facilité assez déconcertante, elle est géniale. Pour tout vous dire, je la soupçonne aussi d'être moins fatigante que des motos thermiques. Quand j'en discute avec d'autres motards, j'ai pas vraiment de mal à rester dessus 130, 150 km, ce qui des fois peut faire quand même 2 heures en selle. Alors c'est vrai que les recharges prenant facilement 1 à 2 heures, je me repose aussi plus longtemps, mais globalement, je pense que je fatigue moins vite. Donc vraiment, c'est une moto qui est géniale, qui présente vraiment une certaine facilité à la prise en main. Elle est vraiment à essayer. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes intéressé sur les vidéos qui portent sur la mobilité, sur les économies d'énergie, sur la consommation durable. Je ferai des vidéos à intervalles réguliers sur ces sujets. Et surtout, si vous avez des sujets que vous voulez voir traités, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!